et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le premier top 10 du trimestre de l'année 2025. J'avais fait ça l'année dernière et je trouvais ça intéressant puisque avec 3 mois de recul, alors parfois un peu moins quand c'est des livres que j'ai lus par exemple en mars et que je fais le premier top 10 en avril, mais d'avoir ce recul ça me permet vraiment d'associer on va dire des sentiments à juste une impression à chaud et de vous livrer en fait mes meilleures lectures de ce trimestre, voilà, de ces 3 mois de lecture, sachant que je lis un petit peu plus d'une dizaine de livres par mois, donc voilà, je vous ai fait un top 10. En gros, s'il ne devait en rester que 10, ce serait cela. Et donc on va commencer tout de suite, sans attendre, avec la 10e position. C'est une lecture relativement récente, et à première vue, je m'attendais pas à ce qu'il soit dans un top 10, mais en relisant tout mon classeur avec tous les titres que j'avais lus, et ben finalement, par rapport à ce qui restait, c'était lui que j'avais envie de poser. C'est donc Le Merveilleux Restaurant des Souvenirs de Yuta Takahashi, publié chez Kibun, le nouveau label des éditions Hauteville. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman qui, pour moi, réinvente un peu le style du roman traditionnel asiatique avec les nouvelles, puisque les nouvelles sont corrélatives. Contrairement à d'autres romans de ce type qui vont se focaliser sur un endroit ou une personne qui va relier toutes les histoires, là les histoires n'ont pas que ça en commun, elles vont aussi être reliées de différentes manières. Par exemple, la deuxième histoire est reliée à la première puisque c'est le personnage principal de la première histoire qui a parlé de l'endroit au deuxième. On nous dit qu'elle a aussi appelé le restaurant pour lui demander de bien l'accueillir, pour expliquer sa situation. Les 3 et 4e nouvelles vont reprendre l'histoire des gérants mais aussi la première personne dans les nouvelles. Donc vraiment on a un truc un peu cyclique qui se suffit à lui-même et qui du coup va vraiment répondre aux questions qu'on se pose, qui sont entamées dans les premières nouvelles. Alors que dans les autres romans du genre, c'est quand même tout assez indépendant, il y a juste une personne ou un lieu qui va relier le tout. Donc j'ai trouvé ça très très chouette. Ce que j'aime bien dans ce roman, c'est qu'en fait vous allez avoir un restaurant qui va vous servir un plat très spécifique, qui va vous rappeler quelqu'un qui a disparu, quelqu'un qui est décédé, et le temps que le plat est chaud, vous allez pouvoir revoir une dernière fois la personne, lui adresser des choses que vous auriez toujours voulu lui dire ou pas, juste profiter d'être à deux comme ça et d'être avec cette personne. Et j'ai trouvé que c'était du coup un roman très très beau, assez dur aussi puisqu'il va traiter beaucoup de deuil, principalement là où les autres romans de littérature asiatique se concentrent un petit peu plus sur les, on va dire, les soucis du quotidien. Là on est vraiment dans du deuil pur et dur. Et du coup c'était assez dur et en même temps c'était très beau et j'ai passé un très bon moment. Vraiment j'ai été agréablement surpris par cette lecture. Donc je vous la recommande. En 9e position, une saga que j'adore et qu'on ne voit pas assez souvent, c'est Outre Noir, donc le tome 2, La Fosse aux Serpents, de Mark J. Gregson, publié chez Lumen. Je pense que je l'ai lu en plus à un moment où j'avais du mal à lire. Et du coup, si je l'avais vraiment lu tranquillou, il aurait pu monter encore plus haut dans ce classement. Pour rappel, Outre Noir, c'est une histoire qui ressemble un petit peu à Red Rising, avec des ambiances aussi de l'Attaque des Titans, et sous fond, évidemment, d'Hamlet, comme beaucoup de romans, où vous allez avoir ce jeune homme qui va essayer de s'élever contre son oncle qui a assassiné son père pour prendre le pouvoir. Un grand classique, on va dire. Il va rentrer dans une académie militaire pour devenir un chasseur et chasser les Gorgantums, qui sont des sales bêtes comme ça, qui sont mi-humaines, mi-un peu machines, qui menacent en fait tout l'îlot, tout l'archipel du dessus, puisqu'il y a aussi un monde du dessous. Alors, on est un petit peu sur un modèle dystopique, mais en même temps avec de la fantasy, de la SF, c'est vraiment un hybride très intéressant. Et surtout, moi je trouve que c'est palpitant, que c'est hyper graphique, que les personnages sont intrigants et qu'il y a des amitiés qui sont très très chouettes, et pas que de la romance. D'ailleurs, moi je préfère l'amitié là dans ce livre que la romance. Donc vraiment, je passe un excellent moment à chaque fois avec ce livre et je suis juste peinée de voir que cette saga n'est pas du tout représentée sur les réseaux sociaux, alors qu'elle est excellente, originale, et qu'elle apporte vraiment un vent de fraîcheur sur tout ce qu'on peut voir en ce moment. Donc voilà, Outre Noir, c'était trop cool. En 8e position, un petit thriller. Il s'agit des Morsures du Silence de Johanna Gustafsson, publié chez Calman Levy. C'est une de mes premières lectures, je crois, de l'année, et elle est dans ce top. C'est vous dire que je l'ai vraiment beaucoup aimée. On va suivre en fait un cold case qui va se passer en Suède, où vous avez un inspecteur suédois et une inspectrice française qui est en exil. Elle est partie, elle est allée en Suède, là où habitaient ses beaux-parents, suite à un drame que je vous laisserai découvrir.
découvrir. Et du coup, ils vont un petit peu tous les deux enquêter, sans trop au début enquêter ensemble, mais ils vont tous les deux enquêter de leur côté, puisqu'il y a une série de meurtres qui recommence et qui fait drôlement penser à un meurtre qui s'était passé il y a quelques années lors d'une fête traditionnelle, et du coup tout y est, le costume, la position, voilà, et donc ils se doutent que normalement ça devrait être la même personne, sauf que la personne qui a fait le crime est emprisonnée et voire même décédée, donc comment ça se fait? Voilà, c'était haletant, c'était très chouette. Johanna de Gustafsson, j'avais lu La Folie, que j'avais été moyennement convaincue. Celui-ci m'a vraiment convaincue, si bien que je vais me procurer L'île de Yule, qui est un roman qui a sorti il y a 2 ans, je crois, pour l'hiver prochain, parce que j'ai vraiment passé un très bon moment avec ce thriller. Et je vous dirais bien, c'est mon thriller préféré de l'année, mais en même temps j'en ai lu que 2, je crois, donc est-ce qu'on peut vraiment faire une comparaison quand on en a lu que 2? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il était qualitatif, j'ai passé un très bon moment, c'était haletant et je l'ai dévoré. Si vous cherchez une enquête nordique dans les pays où il fait bien froid, je vous le conseille. Ensuite, on en est à la 7ème place, encore quelque chose de froid. Il s'agit de Prisonnière de l'hiver russe de Shannon Malka, publié aux éditions Hurlevent. C'est une réécriture de l'histoire de la famille Romanov où on va plutôt suivre Catherine, qui est un personnage fictif, qui serait la fille de l'une des petites filles de Victoria, qui dans la vraie vie n'a jamais eu d'enfant. Et elle va être envoyée auprès de ses cousins, alors je crois que c'est même ses cousins germains, puisque la femme de Nicolas Romanov était à la base anglaise. Et du coup on va suivre à la fois Catherine mais aussi la famille Romanov, mais d'autant plus par Olga, qui est traditionnellement pas la sœur que l'on suit le plus en général, c'est plutôt Anastasia. Et là on va suivre Olga, sa grande sœur. C'était excellent. C'était vraiment excellent. J'ai découvert la plume de l'autrice avec ce livre et franchement, je l'ai trouvé juste génial. C'était à la fois documenté, on sentait que l'autrice elle était vraiment passionnée par cette histoire. Mais ça se lisait aussi d'une façon très fluide, c'était une jolie plume. Et même si on sait ce qui se passe à la fin, on ne peut pas s'empêcher d'avoir l'espoir en fait que la fin est une tournure différente, même si on sait que c'est pas possible. Mais on est tellement attaché au personnage que on se met à envisager que en fait finalement elle pourrait s'en sortir. Et il y a aussi des trahisons qui étaient vraiment très étonnantes. On a tous fait ah, parce que du coup on l'a lu en lecture commune sur mon Discord et franchement j'en ai un très bon souvenir. J'ai passé un excellent moment avec cette lecture et si vous aimez la famille Romanov, je vous conseille ce livre parce que franchement il est excellent. En 6ème position, je mettrai Peau d'âme d'Osdiga, publié chez Gulfstream. C'est le premier tome de la saga des Lilas du Roi qui normalement sera une trilogie. Alors j'avais bien aimé, mais je crois que j'avais émis des réserves à la fin de ma lecture et plus le temps passe, plus j'oublie pourquoi j'avais émis des réserves et j'ai juste un très bon sentiment de ce livre. Donc de quoi ça parle? C'est donc une réécriture de Peau d'âne, évidemment, dans un twist un peu moderne et surtout féministe. C'est-à-dire qu'on va suivre Blanche, qui est la fille du roi, qui se fait traiter comme du caca par son père, qui lui tient des propos absolument horribles qui vous dresseront les poils clairement. C'est donc l'unique héritière et au lieu de lui transmettre son royaume, il va le transmettre au fils d'une reine d'un royaume voisin avec qui il veut peut-être s'acoquiner pour pouvoir en fait transmettre son royaume puisqu'il considère que sa fille elle ne le mérite pas. Voilà, sa fille c'est une moins que rien. Ça va vraiment la mettre en rage et ça se comprend et du coup elle va passer un pacte avec une fée qui est emprisonnée depuis très longtemps dans une tour et qui en veut très fort à son père. Autant vous dire que c'était pas forcément la meilleure des idées. Et ensuite il va se passer plein de choses. C'est un livre qui par moments est un peu gore et c'est peut-être ça aussi qui m'a un peu... Voilà, j'étais là genre avais-je besoin de détails si graphiques? Je ne crois pas. Mais dans l'ensemble, je l'ai trouvé très cool. Il y avait un moment quand même de ventre mou où je me suis dit est-ce que tout ça c'est nécessaire? Est-ce que là on tourne pas un petit peu en rond jusqu'au moment où elle rencontre un nouveau personnage qui va relancer la dynamique? Et il y a certaines questions qui sont vraiment en suspens, que je ne comprends pas pourquoi elles ont été intégrées à ce premier tome alors que le second penche quand même pour tourner sur un autre personnage. Donc pour moi il y a des choses qui sont vraiment en suspens et des questions auxquelles on n'a pas de réponse et ça me gêne un petit peu, même si ça va être on va dire éclairci dans les tomes suivants. Je trouvais que la fin était un peu brouillon. Malgré tout c'est quand même une très belle revisite de ce conte et je lirai pour sûr le tome 2. Là on rentre dans le top 5, hein. Autant vous dire la crème de la crémasse. Le numéro 5 c'est un livre qui est sorti je crois au moment où vous voyez cette vidéo. C'est le préquel de Si Couronne et Carlotte. Donc moi c'est Hair, Radiant Curse puisque je l'ai en anglais et je n'ai aucune idée du titre en français. Je sais juste qu'il sort chez Rajo, je crois le 11 avril si je ne me trompe pas.
C'est donc une histoire sur la belle-mère de Shiori, qui était notre personnage principal dans la duologie Six Couronnes Écarlates, qui était une revisite d'un conte coréen, je crois, avec également un autre conte européen, mais je n'ai plus le nom. Et en fait, Shiori, elle a une belle-mère, au début elle s'entend bien avec elle, et puis un jour elle va être témoin du fait qu'en fait sa belle-mère est une sorcière, et du coup elle va la maudire, elle ne pourra plus parler, si elle parle, un de ses frères qui ont tous été changés en grue va mourir. Et donc elle va s'exiler dans un petit village jusqu'au jour où elle va rencontrer des personnages qui vont l'aider à... comment dire, essayer de déjouer en fait la malédiction, et donc c'est comme ça qu'elle va partir en quête, et là nous avons le tome du coup sur sa belle-mère. Je peux pas en dire trop sinon je vous spoil complètement, mais alors complètement la duologie. Tout ce que je peux vous dire c'est que ce préquel c'est une histoire de sororité. On va suivre deux sœurs et surtout un attachement entre sœurs, le fait de tout faire pour sa famille, de tout faire pour sa sœur et les sacrifices et compagnie. C'est un livre qui parle de courage, qui parle d'amour, qui parle de regard des autres, qui est très intéressant, qui est très bien écrit et que j'ai dévoré. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que je l'ai pas lu en anglais et celui-ci je l'ai lu en 2 jours. C'est vous dire que vraiment, il était excellent, j'ai passé un excellent moment de lecture. Ce livre, il m'a vraiment étonnée parce que je m'attendais à l'aimer mais je m'attendais pas à autant le dévorer. Donc si vous ne l'avez pas encore lu et que vous avez aimé la duologie, je vous conseille vraiment de lire ce préquel qui est très intéressant et qui apporte énormément au personnage de la belle-mère du coup, mais je vous en dis pas trop, sinon après je risque de dire des bêtises. En 4ème position, une saga que j'ai commencé cette année, c'est le livre des Terres Bannies, donc Malice John Gwynne, publié chez Léa. Je pense qu'il est en 4ème position parce que vraiment le début est rude. Le début est très rude, il faut s'accrocher, il faut suivre, puisqu'on nous balance énormément de personnages, d'intrigues et de lieux en même temps, et que pour s'y retrouver, franchement, c'est pas évident. Autant vous dire que si vous n'êtes pas concentré, ne vous lancez pas du tout dans ce roman. Et voilà, faut être accroché, sauf qu'au bout d'un moment, vous êtes vraiment pris dans l'intrigue, et du coup, ça va beaucoup mieux. Là, je suis présentement en train de lire le tome 2, et je me régale. Donc, de quoi ça parle? En fait, dans ce monde, vous avez une prophétie qui dit que 2 chevaliers, un de la lumière, un des ténèbres, respectivement aux 2 dieux qui se font un petit peu la guéguerre, vont arriver, vont voilà s'épanouir, et c'est avec eux que la guerre va commencer et que le monde va changer, voilà. C'est un livre qui est très demandeur, mais aussi il y a des intrigues politiques qui sont pour moi assez bien construite. On sent que l'auteur est un passionné d'histoire et qu'il reprend des historiques et des stratèges de tactique militaire. On sent qu'il est vraiment bien renseigné. Juste voilà, ne vous lancez pas là-dedans si vous n'êtes pas prêt à vraiment être très investi, parce que c'est pas quelque chose qui se lit à la légère, vraiment pas. Et même en étant investi, moi j'ai dû prendre des notes. C'est la première fois que je dois prendre des notes sur les personnages pour savoir qui est qui, parce que j'étais perdue. J'ai même dû recommencer parce qu'au bout de 100 pages, j'étais genre c'est qui ces gens? Justement pour pouvoir prendre mes petites notes. Alors l'avantage c'est que dans le tome 2 vous avez un glossaire des personnages, donc c'est plus pratique pour s'y retrouver, mais voilà, là j'en ai un petit peu sué on va dire, pour être poli, c'est vous dire. Ensuite en 3ème position, un livre que j'ai vraiment adoré, une de mes autrices de littérature asiatique préférée, c'est évidemment Rencontre au parc Inodé de Michiko Aoyama. Vous le savez, j'aime beaucoup cette autrice. C'est publié chez Nami et ça vient tout juste de sortir, même si moi je l'ai lu en tout début d'année, et surtout c'est vous dire hein, et là j'étais trop contente parce que c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Il y a mon nom dans le livre, alors autant vous dire que j'étais hyper fière et hyper contente parce que c'est un livre que j'ai adoré. Vous le savez, les ENC Nami, ça permet de donner son avis et ensuite on publie en fait sur la 4ème de couverture ou presque les avis des lectrices pour donner envie en fait aux gens de lire, voilà. Et voilà, moi j'ai mis quelle merveilleuse et réconfortante lecture, dur de trouver une histoire préférée tant elles sont toutes très touchantes. Rencontre au parc Inodé, c'est l'histoire, en fait, comme vous le savez, dans la littérature asiatique, vous avez plusieurs nouvelles qui sont reliées par un personnage ou un lieu. Ici c'est donc le parc Inodé qui a un grand hippopotame en statue. Et il y a une légende comme quoi si on touche l'hippopotame à un endroit où on a mal, métaphoriquement ou pas, on va être guéri. Et du coup vous avez toutes ces petites histoires de la vie quotidienne qui font relativiser un petit peu sur la vie, qui permettent de prendre de la distance et qui surtout apportent beaucoup de douceur et de gentillesse. Et
de tout ça sans jugement. Et c'était vraiment très doux, très beau. Tous les aficionados du genre, vraiment je vous conseille cette lecture parce que c'était une de mes préférées de l'autrice. Je crois même que c'est ma préférée si on compte pas un jeudi saveur chocolat parce que c'était le début. C'était le début de ma rencontre avec la littérature asiatique, Michiko Aoyama, c'était le début de tout. Et du coup le premier a toujours une saveur un peu particulière, mais celui-ci était vraiment excellent. Donc si vous aimez la littérature asiatique, les romans feel good, voilà, remplis de choses du quotidien, et bien je vous conseille, rendez-vous au parc Inodé. Arrive au top 2 et là autant vous dire que honnêtement les deux avaient leur place en haut du podium, mais il a fallu faire un choix. Donc en deuxième place c'est Rendez-vous avec le crime, donc le dernier tome des détectives du Yorkshire écrit par Julia Chapman. Je vous ai fait une vidéo sur les détectives du Yorkshire. C'était beau, j'ai pleuré comme un bébé parce qu'en fait c'était la fin. En fait en même temps la fin était hyper émouvante pour une raison particulière, mais aussi je devais dire au revoir à Brunecliffe, à ses personnages, et ça m'a marqué, vraiment ça m'a marqué parce que j'étais super triste. Parce que 10 tomes c'est long, et en même temps pour du Cozy Mystery c'est pas si long, mais c'était le bon moment pour s'arrêter parce que c'est le moment où on se dit pas encore un tome, l'autrice elle tourne en rond, voilà, toutes les intrigues sont bouclées et on sent que c'est la fin et on sent que l'autrice a voulu faire une fin parce qu'elle aurait pu s'arrêter au tome précédent, mais là elle a vraiment voulu faire un dernier tome pour boucler vraiment toutes les intrigues et surtout prendre le temps. Prendre le temps que ces personnages nous disent au revoir et qu'on dise au revoir à ces personnages, et c'était juste tellement bien, tellement bien. Vraiment si vous avez envie de vous lancer dans le Cozy Mystery, je vous conseille cette saga, elle est excellente, elle est terminée en plus donc vous savez obligatoirement que vous connaîtrez la fin. Et puis c'était tellement doux, tellement beau. Alors là d'ailleurs je vous montre le premier tome, mais en fait je me suis complètement trompée. En fait c'était Rendez-vous avec le destin, le dernier tome, mais c'est pas grave. Depuis le début je vous montrais le tome 1, mais vous n'allez pas m'en tenir rigueur. Bref, vraiment une lecture très qualitative, émotionnelle, et voilà, si vous lisez toujours pas les détectives du Yorkshire, bah qu'attendez-vous en fait, qu'attendez-vous. Et le top 1, alors, est-ce qu'on peut vraiment dire top 1 alors que je connaissais déjà l'histoire? Je ne sais pas, mais en tout cas, le livre qui m'a le plus marqué ce début d'année, c'est Hunger Games, le tome 1. Alors oui, je connaissais l'histoire de A à Z, j'ai vu les films 1000 milliards de fois, voilà, j'aime beaucoup l'univers, je trouve que les messages véhiculés sont très intéressants, et même s'il y a des choses à refaire, on se rappelle quand même que c'est écrit dans les années 2000 quand même, donc c'est quand même assez en avance sur son temps. Mais je l'ai écouté en audio et j'étais genre à fond. Le moment où elle rentre dans l'arène, vraiment je me rappelle, j'étais dans le métro et j'étais là genre en tension. Alors que je connais l'histoire, je sais très bien ce qui va lui arriver, mais j'étais en tension. Et je trouve juste que c'est une saga qui est vraiment très qualitative, qui ne vieillit pas, qui parle de sujets qui seront toujours d'actualité, je pense, malheureusement. Et voilà, c'était excellent. Et en plus, l'écouter avec la voix de Katniss dans les films, et ben ça donne encore plus de... Voilà, j'avais encore plus l'impression d'y être. Surtout que c'est à la première personne, alors que dans les films vous avez un point de vue un petit peu omniscient. Alors que là, première personne avec vraiment la voix de Katniss, vous y étiez quoi. Vraiment, moi j'étais, en tout cas j'y étais dans l'arène avec elle, et c'était trop bien. C'était trop bien. Alors là c'est le tome 2, mais je sais pourquoi je vous ai sorti le tome 2, c'est que le tome 1 est quelque part, mais impossible de mettre la main dessus. En ce moment je fais beaucoup de tri et je déplace des choses, du coup je vais sûrement retomber dessus. En tout cas je vous montre le tome 2, mais c'est vraiment le tome 1, parce que c'était la découverte du, on va dire, du format de base, de l'œuvre de base, avec Katniss dans mes oreilles, et c'est lui qui m'a le plus marqué. Après les autres je m'étais habituée entre guillemets, mais le premier m'a vraiment marqué, et donc voilà, je suis très contente de relire cette saga, enfin relire non parce que je l'avais jamais lu, mais de redécouvrir cette saga. Au mois de mai on va lire le préquel numéro 1, et au mois de juin on va lire sur mon Discord le nouveau préquel qui est sorti il y a pas longtemps sur Emmett. J'ai trop hâte, surtout que je me suis déjà fait spoiler de plein de trucs, donc j'ai hâte de le découvrir. Mais voilà, je pense que ça va marquer mon année Hunger Games, donc sans grande surprise, Hunger Games en top 1. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est le livre qui vous tente parmi cette sélection, si vous avez fait des découvertes, s'il y en a que vous aviez déjà vos yeux qui lorgnaient dessus et que ça a fini par vous convaincre, ou à contrario, un livre que je vous ai présenté que vous n'avez pas aimé. Vous pouvez me le dire aussi, il n'y a pas de souci, tant que c'est fait dans le respect, vraiment, j'accepte tous les commentaires, je ne le prendrai pas mal. Et puis, merci pour tout votre soutien, vidéo après vidéo. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et moi, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous!